chasseux. Borjo Mardris Taman Rasset, la piste fantastique dans le sud algérien, la plus belle des étapes selon René Medj, la plus longue aussi, 987 km dont 800 de spécial. Du sable, des pierres, de la tôle ondulée et 3 cols à franchir. Au départ ce matin, 514 rescapés et une journée marquée par plusieurs chutes graves, dont celle du motard belge André Malherbe. Il souffre d'une fracture des vertèbres cervicales. Pescarolois de son côté fait des tonneaux avec sa 405. Quant à Gaston Rayet, il a perdu la première place du général. Sa Suzuki aurait de sérieux ennuis de moteur. Les vainqueurs d'étape, Vatanen devant l'Artigue, l'Italien Pico devant Neveu. Pico, nouveau leader au classement. De sa Yamaha Sonoto. André Malherbe, triple champion du monde 500 cm3 de motocross, vivait là son premier rallye Paris-Alger-Dakar. Et puis soudain, la chute sur une piste parallèle. Roger Kalmanovic, responsable de la sécurité, nous explique. C'était aux alentours du kilomètre 120. On ne connaît pas vraiment les circonstances de l'accident, mais il semble que André Malherbe et un autre concurrent se soient un peu égaré, pris une piste parallèle avec pleine de pièges en fait. Et on les a retrouvés tous les deux distants de 2 km. Donc un véhicule médical de l'assistance publique est arrivé sur eux. Ils ont appelé l'hélico sanitaire et on les a transportés tous les deux sur les 2 civières de l'hélico sanitaire jusqu'à Borjo Mardris. André Malherbe a un rachis cervical et Pelnard a une suspicion de rachis cervical et un traumatisme lombaire. Actuellement, on craint des conséquences sérieuses pour André Malherbe. Gaston Rayet, le Belge, sur sa Suzuki, leader ce matin et en pleine forme. Le Wallon a eu de sérieux ennuis de moteur aujourd'hui. Il a perdu sa première place au général sans qu'on puisse encore chiffrer son retard. Quant à Harry Vatanen, toujours en tête lui aussi du classement général auto à bord de sa 405, il a assuré manifestement dans les passages cassants. Côté des Italiens, on progresse. Ici le numéro 99. Et Pierre Lartigue, second du classement général à bord de sa Mitsubishi Pajero, conserve également la seconde position après un superbe parcours puisqu'il réalise le second temps de cette spéciale qui venait les concurrents de Borjo Mardris à Taman Rasset. Il dépasse ici des concurrents moto profitant de sa vitesse de pointe impressionnante. Les motards, en tout cas les favoris, se sont bien amusés. Ici Gilles Lallet au guidon de sa Honda qui est poursuivi par Cyril Neveu et Gilles Picard. Cyril Neveu, son camarade d'écurie à bord de l'autre machine officielle, l'autre Honda officielle. Ils vont être rapidement rattrapés par Gilles Picard, l'homme de Cagiva, profitant de la plus grande puissance de sa machine. Superbe décor du sud algérien. Mais parfois on peut se faire surprendre par une dune et il convient de virer au plus court. Gilles Lallet fait toujours la trace devant Cyril Neveu et Gilles Picard. Superbe bataille à couteau tiré.
tout se passe parfois à près de 200 km/h. Et puis Gilles Lallet oblique brutalement à droite. Cyril Neveu et Gilles Picard, manifestement surpris, hésitent un peu avant de suivre Lallet. Les balises sont là pour ramener les concurrents sur le droit chemin. Dans de grandes gerbes de sable, Lallet tente d'échapper à ses poursuivants, mais il n'y parviendra pas. Il va signer le 3e temps de cette spéciale. Derrière Cyril Neveu, second, et Franco Pico, le motard italien sur sa Yamaha, qui coiffera tout le monde sur le fil. Mais attention au sommet de dune. Voilà, vous avez pu suivre presque en direct cette lutte à couteau tiré entre 3 hommes et vous voyez encore un changement de trajectoire impromptu. Dans le Dakar, c'est inhabituel. Le pilote le voici. Hagard, déprimé, égaré. Éric Revers a abandonné les dunes pour le bitume. Au bord de la route, là, c'est arrivé. Bien, je suis sorti de la piste à un moment donné, à 100 km d'ici. Je suis tombé et impossible de remonter pour rejoindre la piste. Alors je suis descendu un peu plus bas que prévu et puis après impossible de remonter, de retrouver la piste et je me suis perdu, j'ai fait 100 km et j'étais vraiment perdu. Alors je suis retourné en arrière, je suis tombé sur une station de pompage et sur des Italiens qui étaient vraiment gentils. Ils m'ont donné de l'essence à l'œil, hein. Ils m'ont refait le plein parce que j'avais plus d'essence. En plus, j'ai plus d'embrayage, mon embrayage a brûlé, ma moto patine. Alors là, je vais retourner à Bjomar, retourner au départ de la spéciale pour faire tamponner mon carton. Et ce qu'il y a, c'est que il me manque 2 CP, donc je vais prendre des heures de pénalité. Pourtant, des pénalités, qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'il a déjà vécu? La veille, il a chuté et il est resté 1h30 dans les pommes au bord de la piste. À peine émergé, il est reparti, complètement au radar, semi-inconscient, et il a terminé la première spéciale. Aujourd'hui, en dépit de tout, il est de nouveau prêt à prendre les départs suivants. Je vais repartir, on avait 5 motos au départ, on était une bande de copains, on avait monté un team, on a un camion et il manque déjà une moto. Hier c'était vraiment une horreur, c'était l'enfer hier et il manque une moto et puis j'espère qu'on va, maintenant pour moi ça va être fini, j'espère. Mais ce n'était pas fini, quelques kilomètres plus loin on a retrouvé Patrick, moteur cassé cette fois-ci. Heureusement, dans le désert, tout le monde est solidaire et des transporteurs algériens lui sont venus en aide. Normal, c'est ça le Dakar. C'est l'aventure qui est difficile, c'est une aventure parce qu'on est vraiment tout seul. Il faut compter sur personne, il faut compter sur soi pour se sortir de... J'en ai fait l'expérience hier, hein. Il faut vraiment personne vient vous aider. C'est la jungle, mais c'est parfait, c'est ce que j'attendais du rallye et je suis ravi, hein. C'est difficile, c'est long, les étapes sont très longues. Le soir en arrivant, il faut faire 1 heure et 2 heures de queue pour l'essence. On fait toujours la queue dans le rallye, ça c'est clair, pour bouffer, pour dormir, enfin bref. Pour le moment, ça se passe très bien, j'ai dormi 2 nuits à l'hôtel et ce matin j'ai eu la chance de pouvoir prendre une douche, elle était même chaude, ce qui est exceptionnel, et j'étais ravi. Autre joie, celle du bivouac. J'ai fait du camping quand j'étais jeune, hein, rassurez-vous, puis j'en ai fait l'autre fois quand j'étais près d'Agadez, c'est formidable. Il fait bon, dormir dans un sac de couchage, moi j'ai un petit matelas pneumatique, donc on est bien organisé finalement. Il y a les monstres de course, les bêtes comme le DAF biboteur de Roy, qui trace ici son chemin entre les cailloux du côté de Tamanrasset, toujours très largement en tête du classement camion.
Il rattrape d'ailleurs ici 2 motards qui vont se ranger bien sagement. Quand on a De Rooij dans son dos, eh bien, c'est la seule solution à adopter. Et puis il y a aussi des routiers sympas dont la vocation est beaucoup plus utilitaire, comme Jean-Claude Avoine, qui est chargé de transporter le kérosène pour les hélicoptères. On a refuelé à Sidi Messaoud et toute la nuit à travers la piste. Coupé au cap, on est arrivé là. On a pris la vieille piste des Africains, c'est la piste des citernes. Il n'y a pas beaucoup qui passent par là. Une mission un peu obscure, dont Jean-Claude s'acquitte avec plaisir, et dont profite l'hélicoptère de la SAM, bien sûr. Mais quelle est la fonction précise de Jean-Claude Avoine sur ce 10e Paris-Dakar? Dans ce Paris-Dakar-ci, j'ai donc le rôle d'assistance aux hélicoptères. Je transporte donc le kérosène des hélicos là où ils en ont besoin, entre les aéroports et souvent en plein milieu du désert. Alors combien de milliers de litres à chaque fois? Là, hier, on a rechargé hier à Sidi Messaoud, on a repris 6000 litres de kéro et j'en ai pour jusqu'à à peu près Djado. Alors quelle est la vie que vous menez exactement? Ah ben là, c'est difficile pour nous parce qu'en plus on est vraiment tributaire des hélicoptères et surtout de celui de René Maige qui repart souvent en mission de recherche, de reconnaissance quand il y a eu des spéciales très difficiles comme celle d'avant-hier. Et on roule toute la nuit, on repart vraiment le soir tard, on roule la nuit, on doit à nouveau charger, repartir. Et on traverse l'Afrique vraiment tout à fait en dehors des pistes, complètement au cap, à travers toute piste, pour pouvoir gagner le plus de temps possible. Alors ça vous gêne pas parce que vous connaissez bien le terrain? Ah oui, non, je connais bien le terrain, oui. Je suis un vieux du Paris-Dakar, on ne pourrait pas se dire ça maintenant. C'est mon 9e rallye, j'en ai fait 7 en tant que concurrent, toujours dans l'assistance. D'ailleurs, j'ai toujours été, eu un rôle d'assistance au Paris-Dakar, donc ça me convient bien. C'est autre chose, le rallye, une façon de voir le rallye que je ne connaissais pas. Ça vous manque pas d'avoir un volant, disons, de compétition quand même? Non, de compétition non, parce que j'ai pas vraiment l'esprit de compétition. Je me suis toujours arrêté voir pour n'importe qui sur la piste. J'ai pas vraiment l'esprit de compétition. Paris-Dakar pour moi c'est pas vraiment une course, c'est un raid entre copains, c'est une grande balade et puis bon, la solidarité doit quand même régner avant tout. Est-ce que vous pensez que cet esprit demeure en ce moment? Ah, il y en a encore qui le respectent, oui, je pense, oui. Oh, il y a des belles bagarres, il faut qu'il y ait des bagarres quand même, il faut qu'il y ait des gens qui soient réellement motivés, mais vous verrez, vers la fin du rallye, tout le monde s'entraidera, je suis persuadé. Un rôle déterminant dont Jean-Claude s'acquitte avec efficacité.